Février 1959, 9 jeunes disparaissent dans les montagnes glacées de l'Oural en Russie. Leurs corps sont retrouvés dans des positions incompréhensibles. Des blessures bizarres, des tentes éventrées de l'intérieur, des corps dans des états pas possibles, bref, l'horreur totale. Ce que vous allez entendre, c'est l'histoire vraie d'un des plus grands mystères non résolus de l'ex-URSS, l'affaire du col Dyatlov. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Nous sommes le 23 janvier 1959. L'hiver s'installe pour de bon sur les plaines de l'Oural en Russie. Et l'hiver en Russie, c'est des températures qui peuvent atteindre moins 40. C'est pas pour les fragiles. Igor Dyatlov, un étudiant en ingénierie de 23 ans, a une idée. Organiser une expédition de ski dans les montagnes de l'Oural. Cet étudiant n'a pas cette idée par hasard. Il adore randonner, d'été comme hiver. Il aime cette sensation de repousser ses limites. Il en parle à ses potes de fac et très vite 9 personnes embarquent dans le projet. Tous passionnés d'alpinisme comme lui, avec pas mal d'expérience dans ce genre de trip. Non mais c'est pas mal de le préciser. Il y a même un prof de sport avec eux, un gars plus âgé, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Pas vraiment le genre à paniquer pour 3 flocons. Leur objectif est clair, atteindre le mont Otterten, un sommet perdu au milieu des monts Oural. Un coin reculé, gelé, dangereux, mais parfait pour ceux qui veulent se dépasser. Et puis ça leur permet aussi de valider leur diplôme d'alpiniste niveau expert. Donc ouais, c'est à la fin un défi sportif et un peu un délire d'étudiant trop chaud. Mais à ce moment-là, personne ne se doute que cette expédition va virer au cauchemar. Le 23 janvier 1959, ils quittent Lekentérensburg. Me demandez pas de redire le nom de la ville. Ils partent avec des sacs bien chargés, tentes, skis, vêtements d'hiver, appareils photo, carnet de bord. Bref, tout ce qu'il faut pour survivre dans le froid glacial pendant plusieurs jours. Ils prennent le train, puis le bus, puis un camion, puis ils marchent. Petit à petit, ils s'enfoncent dans les coins les plus perdus du mont Oural. Leur dernier arrêt civilisé, c'est un petit village qui s'appelle Vizari. Là, ils passent la nuit, mangent un bout, discutent avec les habitants. Sur les photos, ils sourient, ils rigolent dans la neige, ils posent avec leurs skis, ils mangent ensemble. Ce groupe, c'est pas juste une bande d'étudiants, c'est une vraie petite famille. Et parmi eux, Igor Dyatlov, le chef de l'expédition, semble avoir un petit faible pour Zina. Zina fait partie du groupe. Peut-être qu'il ne lui a jamais dit. Mais il la regarde souvent sur les photos, il l'écoute quand elle parle et il s'assure toujours qu'elle va bien. Est-ce qu'il a organisé cette expédition pour l'impressionner? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que Zina a confiance en lui, comme tout le reste du groupe. Le lendemain, ils partent pour de bon. Très vite, un des membres, Yuri Yudin, commence à avoir des douleurs. Le gars a des soucis de dos et de genoux. Et dans ce froid-là, c'est pas l'idéal. Alors il prend une décision, il fera demi-tour. Fini l'expédition pour lui. Il leur dit au revoir, leur souhaite bonne chance et rentre chez lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de se sauver la vie. Il ne reverra jamais ses amis. Les jours passent, le groupe avance lentement dans la neige. Ils avancent ensemble malgré la douleur, malgré le froid, parce qu'ils ont confiance en leur chef, parce qu'ils veulent réussir. Et peut-être aussi parce qu'ils vivent quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Il fait froid, le vent souffle fort, mais ils tiennent bon. Ils prennent des photos, ils écrivent dans leur journal. Tout a l'air de bien se passer. Le 1er février, ils arrivent sur les pentes du mont Kolak. En langue mansi, ça veut dire montagne morte. Bonne ambiance. Le plan, c'était de traverser cette montagne pour atteindre le mont Otterten. Mais la météo commence à se gâter. Alors ils décident de planter leur tente à flanc de montagne, au lieu de redescendre plus bas pour s'abriter. Pourquoi camper là-haut, en plein vent, alors qu'ils pourraient dormir dans la forêt en contrebas? Peut-être qu'ils voulaient s'entraîner dans des conditions extrêmes. Et peut-être qu'ils étaient trop fatigués pour redescendre. Ou alors Dyatlov ne voulait pas perdre de temps sur le planning qu'il avait organisé. En tout cas, ce soir-là, ils ne redescendront jamais. Les jours passent, aucun signe du groupe, pas de lettres, pas de nouvelles, rien. Lui, c'est Sergueï Morozov, ancien alpiniste, fils de mineur, né dans ces montagnes, élevé dans le froid. Il connaît chaque sentier, chaque souffle de vent dans cette région maudite. En 1956, après avoir sauvé 2 grimpeurs coincés sur le versant nord du mont Morohai, il est nommé chef de la brigade de secours locale. Un homme de terrain, respecté, jamais un mot de trop, toujours le premier à enfiler ses bottes quand un appel arrive. Quand les familles de notre groupe de randonneurs commencent à s'inquiéter, c'est lui qu'on appelle. Sergueï ne pose pas de questions. Il sait que si ce groupe-là n'est pas rentré, c'est qu'il y a un grave problème. Mais ce qu'il va découvrir là-haut, ce n'est pas un simple accident. Ce sont des images qu'il n'oubliera jamais, des traces qui n'ont aucun sens, une peur sourde
collés à la neige. Et surtout, ce sentiment que quelque chose ne va pas, que quelque chose les attendait là-haut. Et là, le 26 février, on retrouve leur tente abandonnée. Et c'est là que l'histoire commence à être bizarre. La tente est coupée de l'intérieur, comme si les occupants avaient fui en urgence, sans même ouvrir la fermeture. Les traces dans la neige montrent qu'ils sont partis pieds nus ou en chaussettes, certains en sous-vêtements, par moins 30 degrés. C'est pas normal. Ils semblent avoir couru vers la forêt, à environ 1,5 km du camp. Là-bas, les secouristes trouvent les 2 premiers corps, sous un sapin, gelés, sans chaussettes, puis 2 autres un peu plus loin, et encore plus loin, 4 autres corps enterrés sous la neige. Mais le plus perturbant, c'est l'état de certains corps. 3 des randonneurs ont des blessures internes très graves. Un a le crâne fracturé, 2 autres ont les côtes fracturées, comme si une force énorme les avait écrasés. Mais aucune blessure externe visible. Pas de coups, pas de traces de lutte, rien. Une fille a même la langue arrachée et les yeux manquants, mais il n'y a aucune trace de combat ni d'ennemi. Aucun signe de passage d'animaux non plus. À partir de là, tout le monde commence un petit peu à paniquer. On se demande qu'est-ce qui s'est passé sur ce flanc de montagne. Forcément, avec un mystère pareil, les théories explosent. Est-ce que ce serait une avalanche? Possible, mais les blessures sont trop étranges pour une simple coulée de neige. Et la tente est encore là, presque intacte. Une tribu locale peut-être? Les Mansi? Non, il y a 0 preuve de violence humaine et ils sont connus pour être pacifiques. Une fuite à cause de la panique? Ok, mais de quoi? Un bruit? Une lumière? Une hallucination collective? Bizarre quand même. Et si ce serait une expérience militaire secrète? Des gens parlent de missiles, d'armes ultrasoniques, d'ovnis? Bon, là on arrête, on est plus dans X-Files que dans la science. Alors pendant des années, l'affaire reste sans réponse. En 2020, une nouvelle enquête est menée, plus sérieuse avec des données modernes. Les chercheurs vont utiliser une piste qui est plus ou moins atypique. La piste de l'avalanche refait surface, mais avec une nouvelle explication plus crédible. Des chercheurs, inspirés par le film La Reine des Neiges, oui, La Reine des Neiges, simulent une avalanche de plaques de neige. Leurs calculs montrent que sous certaines conditions, une couche de neige peut se détacher soudainement avec assez de force pour provoquer des blessures internes graves sans laisser de dégâts visibles autour. Les randonneurs auraient alors fui en panique, mal équipés, dans la nuit noire et le froid glacial. Certains seraient morts de froid, d'autres auraient tenté de revenir avant de succomber. Est-ce que c'est la vérité absolue? Peut-être pas, mais c'est l'hypothèse la plus logique et la plus scientifique à ce jour. Ce qu'on sait, c'est que ces 9 jeunes ont perdu la vie dans des circonstances extrêmes et que malgré les années, leur histoire continue de fasciner, de choquer et de faire froid dans le dos. C'est rigolo le froid parce que... Bref. Et aujourd'hui encore, le col où tout s'est passé porte leur nom, le col Dyatlov. Et Zina et Igor sont réunis à jamais sur cette montagne dans l'Oural. Comme quoi, il y a d'autres moyens pour impressionner une fille que d'aller crapahuter sur une montagne à moins 40. Je voudrais remercier tous mes nouveaux abonnés et tous les abonnés qui sont là depuis le début. Je vous remercie fortement, vous me donnez énormément de force. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai dit 3 fois abonné, ça fait beaucoup de mots abonnés. Si bien sûr vous aimez ce genre d'histoire passionnante. C'est vrai que c'est passionnant. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire passionnante.